Bien, bonjour à toutes et bonjour à tous. Daniel Cap, vice-président de la T2E. Très heureux de vous accueillir à ce webinaire concernant le BCAT 2023 que nous avons organisé avec nos amis de l'ADEME et de la DGE. Peut-être deux mots sur l'AT2E, si on a peut-être un slide qui nous présente rapidement. Voilà, en fait, cette association, depuis 45 ans, réunit tous les acteurs de l'efficacité énergétique et de la décarbonation dans tous les secteurs, que ce soit l'industrie, le transport, le bâtiment, etc. Donc 2400 adhérents, 11 délégations régionales, et on pourrait dire deux grands domaines d'expertise, l'efficacité énergétique, la maîtrise de l'énergie, donc avec notamment une communauté de référents énergie, le club certificat d'économie d'énergie, le club cogénération, un certain nombre de programmes qui sont également financés par les C2E, et puis de l'autre côté, plutôt les énergies renouvelables, on pourrait appeler les gaz verts quelque part, avec le biogaz, le stockage d'énergie, le power to gas et la pyrogasification. Et puis la revue Énergie Plus, qui tous les 15 jours vous donne de l'information. Alors je pense que vous êtes un petit peu habitués à nos webinaires AT2E ADEME sur le thème de la décarbonation dans l'industrie. On a fait le mois dernier plusieurs webinaires sur Décarb 1 de 2023. Aujourd'hui, on va se concentrer sur le BCAT. Le BCAT, c'est-à-dire les ENR thermiques et je dirais essentiellement la biomasse. Donc ça va être l'objet de notre réunion. Donc nous aurons avec nous pour la DGE Xavier Aparicio, pour l'ADEME Alice Fautrade, Leslie Moulin et Théo Piperis. Vous utiliserez pour poser vos questions l'espace questions-réponses. Donc on va s'efforcer de répondre en live à vos questions et il y aura également des périodes d'échange où on répondra à l'oral aux principales questions. On vous enverra aussi en début de semaine prochaine les copies des slides, également le replay, et on verra s'il y a lieu de faire une FAQ en fonction de l'importance des questions que vous aurez posées. Donc vous aurez tout ça très rapidement. Voilà, donc je vais donner la parole tout de suite à Xavier Aparicio, donc chef de projet décarbonation industrie à la DGE, Direction générale des entreprises, qui va nous dire un petit peu comment les choses se présentent au niveau français dans l'industrie. Oui, bonjour à tous. Donc Xavier Aparicio, effectivement, chef de projet décarbonation de l'industrie à la DGE. Donc j'interviens aujourd'hui au titre de la DGE, mais j'associe à mon intervention les autres partenaires interministériels de cet appel à projet dans le cadre de France 2030, donc notamment le secrétaire général pour l'investissement et aussi la direction générale de l'énergie et du climat et les autres administrations parties prenantes de France 2030. Donc effectivement, donc cet appel à projet revêt pour nous une importance stratégique puisque effectivement l'utilisation de la biomasse comme vecteur énergétique dans l'industrie est clé dans les stratégies de décarbonation des sites industriels, mais aussi plus largement des filières. Et donc, effectivement, on a souhaité relancer un appel à projet BCIAT. Le dernier en date était BCIAT dans le cadre d'Industrie Zéro Fossile, le volet 1 d'Industrie Zéro Fossile. Effectivement, il n'y avait pas eu d'appel à projet équivalent récemment, et donc on sait que ce type de soutien est attendu par les acteurs, effectivement, parce qu'il permet d'initier des projets très stratégiques pour le développement, effectivement, de l'utilisation de la biomasse à destination, en particulier, de l'industrie. Donc, vous verrez, vous retrouverez probablement, pour ceux qui ont déjà candidaté dans les précédents appels à projets, des choses que vous connaissez déjà. Il y aura également des nouveautés qui seront présentées par l'ADEME, notamment sur les critères de notation des projets et quelques nouvelles informations qu'il faudra fournir dans le cadre de cet appel à projet. Mais voilà, donc on est sur un appel à projet qui, pour nous, effectivement, est très stratégique dans le cadre de la décarbonation de l'industrie. Et voilà, et France 2030, d'ailleurs en association avec le Fonds Chaleur, compte effectivement sur le développement du soutien à la biomasse pour la décarbonation de notre économie. Voilà, donc je passe la parole au prochain intervenant. Bonjour à tous, donc Alice Potrade, je vais vous présenter l'équipe du BCIAT. Donc nous on travaille au sein du service chaleur renouvelable au siège d'Angers.
Avec Émilie Machefault et Nicolas Connet comme chef de service. Et donc, vous avez 3 intervenants là qui sont présents aujourd'hui. Donc, Leslie Moulin qui travaille sur le BCIAT, Théo Piperis qui travaille sur le BCIAT et moi-même qui coordonne le BCIAT et qui m'occupe aussi des questions d'approvisionnement et de granulation. Dans la même équipe, il y a Pauline Champeau qui travaille sur le BCIB qui est un petit frère du BCIAT dont on parlera ultérieurement, et Ma Visios qui s'occupe des contrat de développement UNR et un petit peu du suivi du BCIAT. Donc on va vous faire une présentation en différentes parties. D'abord, je vais commencer par vous présenter le BCIAT dans ses objectifs généraux. Voilà, puis après on passera au cahier des charges et à vos questions. Donc le BCIAT existe maintenant depuis 2009, hein, donc il y a eu plusieurs formes de financement. Donc le Fonds Chaleur, France Relance et France 2030, il a comme objectif de réduire la dépendance énergétique aux énergies fossiles en développant la chaleur bas carbone à partir de biomasse et en aidant aux investissements des chaudières et générateurs air chaud à partir de biomasse. Les projets sont éligibles à partir de 12 000 MWh par an et pour l'industrie manufacturière, agricole et agriculture et tertiaire. Sachant que pour les autres projets, tous les projets collectifs ou les projets qui auraient une moindre production thermique, il existe une plateforme de dépôt direct sur la plateforme Agir de l'ADEME et les dossiers sont instruits en direction régionale. Les 3 principaux critères de sélection de ces dossiers, donc c'est les euros par tonne de CO2 équivalent et d'origine fossile évitée, la qualité et la validation du plan d'approvisionnement et la qualité technique du projet. Donc si on fait un bilan des chiffres clés entre 2009 et 2022, c'est ce que je vais vous présenter maintenant. Donc en fait on a actuellement en fonctionnement environ 80 projets et puis qui sont lauréats et pas encore réalisés, plus de 160. Donc vous voyez que les dernières années, entre guillemets, France 2030 et France Relance sont à l'origine de budgets revalorisés et de beaucoup de projets. Et donc on a donc actuellement en fonctionnement à peu près 4,6 TWh par an, mais en attente encore 11 TWh par an qui doivent être mis en construction. Donc tout ça représente aujourd'hui 1,5 million de tonnes par an d'approvisionnement et au total déjà 5,7 millions de tonnes par an d'approvisionnement. Et puis sont engagés 162 millions d'aides versus 727 millions en attente. Et donc ça nous fait au total 3,7 millions de tonnes CO2 équivalent par an évité. Donc les principaux secteurs d'activité, ils sont assez variés. Alors il y avait historiquement une grosse part liée à l'industrie du bois et à la granulation. Maintenant les projets d'industrie du bois sont plus dans l'appel à projet BCIAT, mais dans son petit frère, le BCIB. On a aussi donc les filières papier-carton qui sont présentes depuis longtemps. L'industrie agroalimentaire avec à la fois les laiteries, les distilleries, les déshydratations, et puis d'autres secteurs. Des secteurs qui sont plus nouveaux, qui sont plus récents à postuler dans notre appel à projet, c'est le secteur de la chimie. Voilà, et puis quelques dossiers de matériaux de construction et métallurgie. Si on regarde un petit peu les cartes, donc vous avez à gauche la carte des projets déjà en fonctionnement et la carte des projets en cours de réalisation. Donc on s'aperçoit que la région Grand Est a toujours été extrêmement dynamique sur le BCIAT, donc déjà avec beaucoup de projets en fonctionnement, mais surtout beaucoup de projets en cours de réalisation. Donc vous avez en rouge le nombre de projets et en dessous ce que ça représente en gigawattheures par an. D'autres régions sont assez moteurs, comme Hauts-de-France ou comme Rhône-Alpes, mais c'est plus récent, c'était pas le cas au début. Et puis Nouvelle-Aquitaine et Normandie.
Donc là, on vous a mis le total, puisqu'avant c'était à gauche en fonctionnement et en cours de réalisation. Et donc voilà, on retrouve les trois, enfin voilà, la région Grand Est qui est très dominante dans notre appel à projet, avec plus de 60 projets soit en fonctionnement, soit en cours de réalisation, et déjà 4,3 gigawattheures par an, térawattheures par an. Ce qui fait que cette région, sur certaines, enfin voilà, l'approvisionnement dans cette région peut commencer, enfin, et regarder de beaucoup plus près. Et c'est vrai qu'il faut, il peut y avoir sur certaines localisations ou certains gisements quelques tensions. En région qui ont déjà eu pas mal de dossiers, on a aussi la région Hauts-de-France, qui a un gisement assez faible en matière forestière, mais qui a d'autres gisements possibles. Et puis Auvergne-Rhône-Alpes, c'est plus récent, mais on a pas mal de dossiers, mais c'est une grande région et là il y a encore pas mal de potentiel. Et puis voilà, d'autres régions qui sont dynamiques, et puis par contre d'autres régions où on pourrait avoir encore beaucoup plus de projets biomasse et où il reste largement des gisements sous-exploités. Je pense à PACA par exemple. Voilà. Et donc ça nous fait un nombre de projets, oui, de 235 projets, et puis 7,3 TWh par an. Alors côté approvisionnement, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que l'approvisionnement des BCAT est assez varié. Donc on est pour la plaquette forestière dans les projets en fonctionnement autour de 57%. On a historiquement beaucoup de connexes des industries du bois, puisqu'on avait une quote-part non négligeable d'industries de scierie, de panneaudiers, etc., qui récupéraient leurs propres connexes en autoconsommation. Mais on a aussi quelques sous-produits industriels, des refus de pulpeurs ou des sous-produits agricoles ou agroalimentaires, marc de café, Anadelin ou des choses comme ça. Dans les projets qui sont en cours de réalisation, on a une part plus importante de déchets bois B. C'est vrai qu'il y a quelques années, on disait que les gisements de bois B étaient très abondants en France. Aujourd'hui, c'est plus forcément le cas. Il y a des tensions, donc les dossiers qui ont été lauréats vont se faire, mais il y a pas mal de régions où il peut y avoir déjà des tensions sur cette ressource, mais on a une quote-part importante des projets qui sont en train de se réaliser qui vont tourner avec ce type d'énergie. Voilà. On vous propose du coup un focus sur les résultats de l'appel à projet IZF volet 1 du coup 2022. Donc c'est un appel à projet qui a ouvert en juin dernier. On a eu 41 projets lauréats, 39 qui ont été financés via le fonds France 2030, 2 qui ont été financés sur le fonds Chaleur. Au total, on a un volume d'aide octroyé de 180,3 millions d'euros sur des capex totaux de 577,5 millions, ce qui correspond à un taux d'aide moyen de 36,6%. En termes de résultats, donc on est sur une efficacité moyenne des aides de 19,5 euros d'aide octroyée par tonne de CO2 d'origine fossile évitée sur 20 ans. Donc ça, c'est un chiffre qu'on nous a pas mal demandé. Ça vous donne un ordre de grandeur, même si on s'attend à une compétitivité plus importante sur cette session-là. En termes de dimensionnement des projets, donc on a une puissance moyenne biomasse de 9,2 MW, une production de 56,6 gigawattheures par an. Voilà, ce qui est légèrement moins élevé que ce qu'on avait sur les sessions précédentes où on était plutôt autour de 15 MW. Voilà, et des projets qui étaient majoritairement en substitution gaz naturel. On a eu seulement un projet charbon et un projet de substitution fioul lourd. Ensuite, du coup, on vous propose de passer à la partie sur le cahier des charges 2023. On pourra faire on vous propose de marquer un point question-réponse à la fin de cette partie-là, comme ça on pourra aborder toutes les questions que vous avez éventuellement sur le cahier des charges. Donc l'appel à projet devrait ouvrir le 12 juin 2023. Il est possible que, vous avez le lien là vers la page sur la plateforme Agir pour la transition. Il y a déjà un certain nombre d'informations qui sont renseignées.
Et les pièces du dossier de candidature devraient être disponibles avant le 12 juin, mais voilà, la date à retenir, c'est le 12 juin, avec une relève du coup le 14 septembre 2023. L'appel à projet du coup est doté d'une enveloppe de 175 millions d'euros qui se décompose en 125 millions provenant de France 2030 et 50 millions sur le fonds chaleur. Voilà, sachant que la deuxième enveloppe du coup va être dédiée aux projets tertiaires et issus du secteur agricole et que le reliquat pourra être utilisé pour les projets industriels. En termes de conditions d'éligibilité, donc dans les grandes lignes, c'est un appel à projet qui est ouvert aux industriels qui souhaitent produire de la chaleur à partir de biomasse. Et on réintègre du coup les projets d'alimentation, bâtiments tertiaires et secteur agricole qui avaient été exclus de l'appel à projet précédent. On cible bien des projets de production de chaleur de plus de 12 gigawattheures par an. Donc en dessous de ce seuil-là, les projets sont éligibles à des aides au forfait sur fonds chaleur que vous pouvez solliciter directement auprès des correspondants à ADEME en région. Voilà, un rendement supérieur à 85%. On s'attend, pour que les projets soient éligibles, ils doivent être matures, c'est-à-dire avoir réalisé en amont des études de faisabilité, avoir optimisé l'efficacité énergétique, valorisation de chaleur fatale, etc. Avoir un calendrier prévisionnel, avoir au préalable eu des échanges avec les fournisseurs d'équipements, fournisseurs de biomasse, et on s'attend également à un réel portage du projet, à la fois de la part de l'énergéticien et ou de l'industriel, s'il est porté directement par l'industriel. Les projets seront éligibles uniquement pour des demandes d'aide inférieures à 30 millions d'euros. Donc, ça correspond au nouveau seuil de notification qui a été rehaussé dans le cadre de la révision du RGEC, sur lequel l'ADEME appuie peut distribuer des aides. Voilà, donc pas de demande d'aide au-dessus de ce seuil-là, le projet sera pas éligible. Et les projets de pyrogazéification ne sont pas éligibles non plus au titre du BCIAT. Donc sur les conditions d'éligibilité et les biomasses associées, donc en fait on est attentif à ce que la biomasse utilisée respecte le principe de cascade et que les usages matières soient priorisés. Néanmoins, bien sûr, dans la gestion des forêts ou dans l'activité des industriels, il peut y avoir des bois dédiés à l'énergie, à la fois pour aider à l'amélioration des peuplements ou parce que les bois ont une qualité secondaire. Donc en fait, les plans d'approvisionnement sont soumis à des avis préfectoraux qui s'appuient sur les cellules biomasse régionales. Et donc dès lors que il y a plus de 10 000 mégawattheures prélevés dans une région, le plan d'approvisionnement est soumis à l'avis de cette cellule. Donc les règles du BCIAT pour équilibrer les efforts de mobilisation des bois exigent 50% de plaquettes forestières et assimilées au sein du plan d'approvisionnement dès lors que vous êtes en ICPE 2910A et donc que vous n'utilisez pas de bois déchets qui vous obligerait à avoir des traitements de fûts. Et si vous investissez dans des chaudières, si c'est une installation classée pour l'environnement de type 2971 ou 2771, vous êtes exempté de cette obligation. Voilà. Alors, donc, on exige aussi un taux de certification des bois forestiers à hauteur du taux régional, ou au prorata des taux régionaux de votre plan d'approvisionnement. Pour l'importation, c'est 100% de bois certifié.
On sera également attentif à ce que les fournisseurs aient des chaînes de contrôle. Donc quand le bois n'est pas certifié, un des moyens d'assurer la traçabilité, c'est de passer par des fournisseurs qui, eux, sont dotés d'une chaîne de contrôle de type PEFC, FSC, et auquel, voilà, c'est pas un critère d'éligibilité, mais c'est un critère, on le verra tout à l'heure, de notation du plan d'approvisionnement. Si vous aviez à utiliser de la biomasse mélangée qu'on ne peut pas trier, elle est éligible au BCIAT si et seulement si elle provient du refus de tri de la filière bois, papier, carton. Donc par exemple des refus de pulpeurs plutôt en autoconsommation dans une industrie de papier peuvent être éligibles, et auquel cas on regarde il y a un suivi attentif du taux de biomasse de ces refus de pulpeurs, et ils sont mélangés avec un autre type de biomasse afin que la biomasse recouvre au moins 80% des besoins thermiques. Donc il y a aussi l'éligibilité repose sur le respect des réglementations nationales et locales sur la qualité de l'air. Et pour les projets supérieurs à 5 MW, obligation de mettre un dispositif de collecte de cendres sous foyer et sous multicyclone. Voilà. Ensuite, donc bonjour à tous. Pour les dépenses éligibles au BCIAT 2023, au niveau des équipements éligibles, il n'y a pas de modification par rapport au BCIAT 2022. Donc voilà, globalement, on a les générateurs de chaleur biomasse, y compris les économiseurs et hauts condenseurs. D'ailleurs, ceux-ci seront valorisés dans la notation qu'on vous expliquera juste après. Donc les systèmes d'alimentation automatique, les préparations et stockages des combustibles biomasse, les bâtiments de chaufferie, installations électriques et hydrauliques associés aux générateurs, voilà tout ce qui va être système d'hydroaccumulation, les équipements de comptage, traitement de fumée de toutes sortes, les systèmes permettant la séparation des cendres et les réseaux de chaleur. Voilà, en ce qui concerne les dépenses non éligibles, du coup, il y a les dépenses liées aux achats de terrain, aux équipements de gazification et aussi aux turbines électriques. Juste pour ces projets du coup de cogénération biomasse, nous dans le cadre du BCIAT, ils vont être éligibles, mais on va aider juste la partie chaudière, voilà la partie chaleur, donc les dépenses éligibles qui sont juste au-dessus, et on va pas aider la partie des équipements électriques. Donc concrètement sur ce BCIAT 2023, quel est le process de sélection? Donc il est défini ici en 5 étapes. On a tout d'abord donc la réception des candidatures et la vérification de la complétude des dossiers. Donc voilà, donc tout dossier non complet pourra être exclu d'office. Donc voilà, vérifiez bien la complétude de votre dossier. Vérification du respect du taux d'encadrement communautaire. Donc il est défini ci-dessous dans le petit tableau. Donc voilà, l'intensité maximale de l'aide pour les grandes entreprises va être de 45%, pour les moyennes de 55% et pour les petites de 65%. Avec le nouveau RGEC qui est mis à jour en 2023, ces taux-là sont adossés donc bien aux dépenses éligibles de votre projet. Donc vous pourrez aller jusqu'à, par exemple pour les grandes entreprises, 45% de demandes d'aide par rapport aux équipements, enfin voilà, aux dépenses éligibles. Donc si jamais vous demandez trop, nous on va venir rebaisser pour respecter ces taux d'encadrement communautaire. Donc voilà, une fois les vérifications faites, on va passer donc à la grosse partie qui est la notation et le classement des projets. Également donc le plan d'approvisionnement que vous allez nous soumettre va être soumis aux cellules biomasse régionales qui vont nous donner un avis sur ce plan d'approvisionnement. Et donc donc s'il est négatif, on ne pourra pas financer votre projet de fait. Par contre, s'il est positif, on va vous continuer la sélection. Au niveau des classements, on aura 2 classements. Donc un classement pour les projets de production de chaleur pour les process industriels et un deuxième classement pour les projets agricoles et tertiaires. Voilà, donc après la notation et le classement des projets, on fait aussi une analyse économique de votre projet
pour voir s'il n'y a pas déjà une surrentabilité du projet et donc si il y a besoin ou non en fait de l'aide ADEME. Et enfin, donc on financera les projets dans l'ordre des classements et dans la limite des enveloppes disponibles, puisque malgré le fait qu'il y ait voilà, tout de même 175 millions d'euros sur cet appel à projet, on perçoit une forte concurrence sur cette clôture. Au niveau des critères de sélection, donc on a d'une part, donc en fait on a 3 notes. Donc historiquement, on utilisait que la première, que le premier critère, qui est les euros demande d'aide publique par tonne de CO2 évité d'origine fossile. Cette note prix compte compte désormais non plus pour 70 pour 100% de la note, mais pour uniquement 70%. Maintenant, c'est quand même 70%, donc attention à bien optimiser l'aide demandée pour améliorer cette note. Voilà, en vue de la forte concurrence attendue sur cette clôture, on vous conseille de demander voilà, enfin, au mieux, hein, mais pile poil ce qu'il vous faut au niveau de la rentabilité de votre projet. Voilà, pour essayer d'optimiser aussi ce critère-là. Et donc, une autre partie de la note se fait donc sur 30%. Il y a d'une part la qualité du plan d'approvisionnement et d'un autre côté la qualité technique du dossier et la démarche de décarbonation globale de votre dossier. Donc sur cette note prix dont on vient de parler, donc voilà, euros d'aide publique demandée par tonne de CO2 d'origine fossile évitée, elle se calcule selon la formule qui est affichée. Donc 70 fois 1 moins le ratio entre l'efficacité des aides publiques du projet divisé par 100. Et donc, par exemple, si on prend un projet avec une efficacité de 19,5 euros par tonne de CO2, on obtient une note prix de 56,35, auquel, vous l'aurez compris, vont venir s'ajouter les notes techniques et approvisionnement pour former le classement. Voilà, donc 19,5 pour rappel, c'était la moyenne qu'on avait sur la clôture du BCIAT IZF 2022. Concernant l'approvisionnement, Alice, je te laisse la main. Oui, donc sur la note du plan d'approvisionnement, donc la notation se fera notamment par rapport aux caractéristiques des combustibles utilisés, aux garanties sur leur nature et l'origine. Donc leur nature, si c'est de la plaquette forestière ou des connexes de scierie. Leur origine, c'est la bonne traçabilité, enfin la région duquel elles proviennent. Et donc la qualité de la traçabilité adoptée par à la fois les fournisseurs et le porteur de projet, la qualité des engagements des fournisseurs. Donc les fournisseurs doivent fournir des lettres d'engagement assez précises, donc reprenant l'ensemble de leurs engagements sur les différents combustibles. Ensuite, on va évaluer les risques de conflit d'usage. Évidemment, si vous êtes, par exemple, dans le rayon d'approvisionnement d'une grosse usine de panneaux et que vous vouliez avoir un projet biomasse avec des bois baies qui sont utilisés par cette usine, il peut y avoir des risques de conflit d'usage et il faudra dès lors démontrer que ça n'est pas du détournement de matière, entre guillemets, mais bien de la mobilisation de matières soit qui partaient à l'export, soit de matières supplémentaires. Même s'il peut y avoir une quote-part extrêmement faible qui était en conflit d'usage. Donc du taux de biomasse certifié, des garanties sur les prix que les fournisseurs vous donnent, de l'adéquation de l'aire d'approvisionnement par rapport aux caractéristiques du projet. On ne cherche pas forcément à ce que les rayons soient le plus faible possible, mais par contre que le plan d'approvisionnement soit réaliste par rapport aux prélèvements qui seront effectués. Donc les points de vigilance, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que maintenant on va aussi regarder pour la part de plaquettes qui n'est pas certifiée, si il y a ou pas si le pourcentage de fournisseurs certifiés est élevé. On souhaite que plus de 60% de cette plaquette non certifiée bénéficie d'une chaîne de contrôle par un fournisseur qui aurait une chaîne de contrôle type PEFC, FSC. Vous pouvez avoir des bonus sur la note approvisionnement si vous êtes en mesure de tracer les types de peuplement ou feuillus résineux, et si vous êtes capable de nous faire des bilans qui présentent davantage de détails sur ces points-là.
On exige que les fournisseurs, notamment dans leurs lettres et puis ultérieurement dans les contrats, s'engagent à appliquer les recommandations de la brochure Clé pour agir, que vous trouvez en ligne récolte pour la production de plaquettes forestières. Et puis l'avis, si jamais vous avez un avis défavorable d'une cellule biomasse, c'est éliminatoire. Et sachant, comme je vous l'ai dit, que sur certains types de gisements, certaines régions peuvent être déjà en tension. Donc c'est vrai que si vous avez des doutes sur, c'est bien d'avoir un échange préalable avec soit moi-même sur l'approvisionnement, soit la région, si vous êtes sur des projets de grosse taille dans des régions qui ont déjà été particulièrement sollicitées, puisque la consigne est clairement donnée aujourd'hui dans ces régions-là de ne pas mettre en péril l'approvisionnement des lauréats et donc de jouer son rôle et de donner des avis défavorables si on considère qu'il y a trop de tension sur certaines ressources. Vous retrouverez les référentiels ADEME au lien indiqué et puis aussi dans l'appel à projet un guide fournisseur dont le lien sera indiqué dans l'appel à projet. Voilà, donc ça c'était pour la note plan d'approvisionnement. Maintenant sur la note technique. Donc dans le volet technique du dossier, il y a des volets qu'on va vous présenter tout à l'heure, et notamment un sur la cohérence du projet dans le cadre d'une démarche de décarbonation globale du site. Et donc là-dessus, on n'est pas les seuls à aller dans ce sens-là, hein. Il y a différents appels à projets qui vont dans ce sens-là. Mais voilà, on vous a mis un exemple à droite de la slide qui est la démarche ENR Choix qui est pratiquée en Île-de-France et qui vise, voilà, par exemple, voilà, déjà regarder la sobriété énergétique, l'efficacité énergétique, avant de regarder un potentiel raccordement à un réseau de chaleur, et tout ça avant de regarder voilà tout ce qui va être autre ENR, chaleur fatale, géothermie, solaire thermique, avant même de considérer la biomasse. Donc, voilà, tout ça pour voilà, avoir vraiment un projet de biomasse qui n'a pas émergé uniquement d'un besoin thermique, mais de toute une réflexion sur voilà, aussi l'efficacité énergétique de votre site et les différents potentiels qu'il y a sur votre territoire en termes d'approvisionnement thermique. Donc voilà, donc ça, ce sera une partie de cette note technique, et une autre partie sera sur la description technique du projet. Donc voilà, de manière plus classique, on peut dire, mais sur voilà l'optimisation du dimensionnement thermique de l'installation, voilà le taux de couverture que vous visez, etc. Les caractéristiques techniques de la solution, donc tout ce qui va être rendement thermique, également voilà la mise d'économiseurs ou de condenseurs sur votre chaudière, voilà le type de foyer utilisé, les fluides thermiques. Voilà, on va aussi regarder l'adéquation du système de traitement des fumées, ainsi que la gestion des cendres dans le cadre de cette note. Donc ça, c'était sur la partie notation. Donc vous avez une partie notation sur 100 points. En parallèle, on va faire aussi une analyse économique de votre dossier. Donc elle va être réalisée en calculant une décote entre la solution biomasse et la solution fossile qui aura été mise en place ou qui était déjà mise en place avant sur votre site, pour calculer voilà le coût de la chaleur en fait dans chaque scénario. Et voilà. Et donc cette décote nous permettra ensuite de juger si vos projets paraissent trop rentables ou non, et ainsi de diminuer l'aide ou non que vous aurez demandé pour votre projet. Donc ça, c'est pour l'analyse économique. Et finalement, donc on arrive au dernier point qui est le financement des projets. Donc les projets, une fois notés, classés et soumis à l'analyse économique, seront financés par ordre de classement. À noter 2 points importants. Un premier qui est que le classement de industrie aura un taux de sélectivité d'au maximum 80% des projets éligibles. Voilà, donc ce qui signifie bien et clairement que au moins un cinquième des projets seront exclus. Voilà, donc c'est aussi pour ça qu'on a autant insisté sur la partie notation, sur le fait d'optimiser votre dossier et notamment le niveau de la demande d'aide. Et le financement des projets se fera donc jusqu'à épuisement des enveloppes budgétaires, ou bien jusqu'à ce que tous les projets sélectionnés soient financés. Ouais. Au
niveau du versement des aides, donc par rapport au BCIAT 2022, pas trop de changements, si ce n'est les 2 premières lignes. Donc il y a une avance de 10% qui est versée après la signature de la convention. Et ça, c'est une nouveauté sur fourniture d'une preuve de démarrage de l'opération, c'est-à-dire une commande d'au moins 50% des dépenses éligibles. Donc elle sera plus, avant c'était donné sans cette demande de commande d'au moins 50% des dépenses éligibles. Donc ça, c'est une nouveauté. Et ensuite un versement donc de 30% sur présentation de justificatifs financiers d'au moins 30% des dépenses éligibles réalisées. Ensuite, vous avez un troisième versement qui est 20% à la mise en service de l'installation. Voilà, sur présentation d'un état récapitulatif de l'ensemble des dépenses éligibles ainsi que des contrats d'approvisionnement. Un quatrième versement de 20% sur remise d'un rapport d'exploitation après l'atteinte d'au moins 50% de l'engagement. Alors, il faut savoir que dans le BCIAT, vous vous engagez sur une production qui correspond à 4 ans, en fait, 4 ans de production thermique. Et donc 50%, en fait, c'est en général voilà, au bout des 2 ans sur les 4 années de production. Et le sol qui est enfin donné au bout de 4 ans. Et donc voilà, on va venir notamment regarder la production thermique qu'il y aura eu et voilà, on adaptera au prorata le solde qui vous sera versé. Et enfin, donc un calendrier prévisionnel sur ce BCIAT 2023. Donc une clôture, on vous l'a présenté au 14 septembre 2023. Ensuite, sur octobre-novembre, ce sera voilà, on fera toute l'évaluation des candidatures, voilà, tout le process de notation des dossiers, etc. Et on va notamment aussi recevoir les avis des cellules biomasse régionales sur vos projets, voilà, s'ils sont favorables ou pas. En décembre et janvier, ce sera la période des comitologies, donc notamment les passages en commission nationale des aides et en comité de pilotage ministériel opérationnel. Et voilà, on vise une annonce des lauréats en février et une contractualisation de vos projets en mars-avril 2024. Donc on a un premier temps de questions-réponses s'il y a des questions. Avant de passer un peu plus dans le pratique, où on va vous présenter un petit peu les documents à remplir pour cette clôture. Leslie, tu peux peut-être reprendre par oral les questions qui sont dans le chat. Oui, alors j'ai essayé d'en répondre à pas mal au fur et à mesure, mais oui, on peut les reprendre. Alors, Est-ce que Daniel, tu avais vu aussi des Oui, questions? il y en avait une sur la directive RED 2, par exemple, concernant la oui. biomasse. Oui, Qu'est-ce qu'on alors la vise? directive RED 2, bien sûr, elle va être en application, hein, donc les sites qui y sont soumis doivent prendre les mesures pour la mettre en application. Alors c'est vrai que concrètement, aujourd'hui, tout n'est pas complètement prêt, notamment par exemple PEFC, son référentiel n'est pas encore reconnu, et puis on est en période de transition, mais la construction des chaudières nécessitant 2 à 3 ans, il y aura le temps de s'organiser. Alors nous, on va pas, c'est un aspect réglementaire, donc vous devez bien sûr vous engager à le respecter, mais c'est pas là-dessus que vous allez être noté, et les contrôles sur RED 2 seront faits en temps et en heure. Mais vous devez effectivement déjà vous en préoccuper, et pour ça, enfin, le CIB notamment travaille à l'élaboration de différents modèles de traçabilité permettant de répondre à RED 2. D'accord. Il y avait une question sur les équipements éligibles, en fait, les tuyauteries de liaison, par exemple, jusqu'au site industriel. Je ne sais pas si on peut rentrer dans ce détail à ce niveau-là ou pas. Bah, j'ai répondu, du coup, les réseaux internes sont éligibles, D'accord. partie des dépenses éligibles. Oui. J'ai- Après, il y a une question sur un projet de production de chaleur pour sécher du maïs sans grain. Sécher du maïs sans grain et des épis de maïs rentrent dans le classement industrie ou agricole. Du coup, on va être sur le. En fait, en fait, c'est pour rentrer dans le classement agricole, c'est le code NAF
Ça dépend si c'est une Là- coopérative agricole ou Là, une industrielle de l'agroalimentaire. Enfin, alors, il y a c'est deux une questions là, parce que coopérative a priori. d'accord. Alors le maïs semence, mais là on parle de maïs grain. En tout cas, le maïs semence est a priori pas éligible au BCIAT, sauf à faire la démonstration. Donc les rafles de maïs semence, exactement, sauf à faire la démonstration d'une non-concurrence d'usage, mais c'est une ressource qui est aujourd'hui sollicitée pour différents utilisations à haute valeur ajoutée, et donc il est a priori exclu, sauf démonstration du contraire. Il y a une petite ouverture qui est nouvelle, mais qui est quand même une petite fenêtre, quoi. Voilà, je sais pas Est-ce que ça répond à la question? si ça répond à la question ou pas. Alors, il y Est-ce que avait... les participants peuvent activer le micro s'ils veulent? Non, je crois que c'est Non, peut-être c'est pas possible. difficile, on est nombreux, mais celles qui ne sont pas répondues rapidement, on posait une question sur le miscanthus, bon, la réponse était oui. Tout ce qui est effectivement les slides, les replays, on a dit tout à l'heure que vous aurez tout ça dès le début de la semaine prochaine, il n'y a pas de problème. Il y avait une question sur les régions en tension au niveau de l'appro-biomètre. Oui, alors j'ai essayé de répondre. Donc si alors on n'a pas de carte enfin vous avez vu dans le bilan que certaines régions ont été très sollicitées récemment. Bon, néanmoins la région Grand Est, c'est une région extrêmement forestière, donc il peut y avoir des endroits où il y a, et puis en plus il y a eu quelques crises de scolytes, donc il peut y avoir des endroits où il y a de la plaquette forestière disponible. Mais c'est vrai que dans ces régions, je pense à Hauts-de-France, Grand Est, où il y aurait des projets d'une certaine envergure, au-delà de 25 000, 30 000 tonnes, il est effectivement sage qu'il y ait des échanges en amont du dépôt. Donc vous pouvez nous contacter par la boîte mail pour qu'on organise avec la direction régionale un temps d'échange et de présentation de vos hypothèses d'approvisionnement, pour que la direction régionale vous dise déjà en amont ce qu'elle en pense, et puis éventuellement peut-être qu'elle aura quelques conseils pour diversifier votre plan d'approvisionnement, ou pour légèrement le réorienter ou élargir son périmètre, pour si possible éviter un avis défavorable qui serait éliminatoire, quoi. Voilà. Bon, clairement sur ces régions-là, Hauts-de-France, Grand Est, Normandie, les gisements de bois B sont déjà largement sollicités. Donc, sauf si vous avez un argumentaire béton pour démontrer qu'il n'y a pas de conflit d'usage, enfin voilà, il y a une prise de risque à ressolliciter ce type de gisement dans ces régions-là. D'accord. Là, il y a une question intéressante sur le prix de référence. En général, on prend le prix de référence du fossile, notamment du gaz. Il faut peut-être expliquer ce que vous allez prendre comme prix de référence. Concernant le prix de référence, oui, bah, c'est toujours la solution fossile en fait adaptée aussi. C'est-à-dire que bon voilà, dans la plupart des cas, ça va être des solutions de référence au gaz naturel. Maintenant, on a déjà eu le cas, s'il y a un site qui n'est pas raccordé au réseau de gaz et qui utilise du fioul lourd, par exemple, bah on va mettre une référence sur du fioul lourd. Mais voilà, ce sera sur la solution fossile utilisée en tout cas. La question était aussi, est-ce que c'est le prix moyen sur plusieurs années, etc. Autrement dit, est-ce que c'est ce qui a été défini dans le fonds chaleur ou autre chose, quoi? Et Oui, c'est ça, on va aligner. on utilise la valeur fond chaleur qui est lissée, du coup, ça a été réévalué. Je ne sais plus si c'est sur 10 ans ou 12 ans, Oui. Peut-être mais en 12 tout ans, cas, ouais. ça a été lissé pour éviter justement d'avoir une valeur enfin, voilà, qui transcrit une situation très particulière de l'année 2022. D'accord. Il y avait une question aussi sur le ratio euro par tonne de CO2. Quid du ratio euro par tonne de CO2 entre une étude détaillée où tous les coûts ont été intégrés et une étude sommaire moins détaillée? La note sera plus favorable à un projet moins onéreux, ce qui pénalise les dossiers plus travaillés budgétairement. Je ne sais pas si c'était clair et si ça répond à la question, mais on parle du ratio euro d'aide demandée par tonne de CO2 et pas euro dépenses éligibles par tonne de CO2. Mais après, oui, clairement, ça incite à réviser la hauteur de l'aide demandée pour rester compétitif. Oui.
Juste là-dessus, du coup, on va aussi regarder la maturité du dossier et donc les études de faisabilité qui auront été faites en amont du dépôt. Et également dans la note technique, du coup, il y a tout ce qui va être sur la démarche de décarbonation du site. Et là, voilà, plus vous aurez d'études et de choses à dire, et plus aussi votre note sera améliorée. Oui, parce qu'il y avait un peu cette crainte, si j'ai bien compris la question, de dire, bon, une étude un peu moins fouillée pourrait amener finalement des ratios qui seraient apparemment favorables, mais qui seraient moins justes que si on fait une étude plus détaillée. Enfin, il y avait cette idée-là derrière aussi, je crois, hein. Oui, mais l'aide qui est attribuée, elle est définitive, c'est pas un pourcentage. Enfin, donc Oui, nous, on raisonne bien par euro d'aide demandé par tonne de CO2 évité. Et donc effectivement, en mégawattheure, enfin voilà, on aura privilégié les dossiers les moins chers et tant pis si le lauréat paye plus cher parce que son aide et son dossier n'était pas complètement finalisé. d'accord. Donc voilà, enfin c'est le classement, c'est le principe du classement qui s'appuie sur le projet entre guillemets le plus efficace, quoi, pour 70% de la note. Pour les aides, enfin voilà, pour l'euro investi par la force publique, quoi. Bon, après, je crois qu'on a à peu près répondu. Il y a plein de Il y avait des questions. Ouais. Vous voyez d'autres, Sur oui. les dépenses éligibles, les dépenses, elles sont comptabilisées à compter de la date du dépôt du dossier. Oui, Maintenant, voilà, sans garantie que le projet soit lauréat, mais en tout cas, elles sont bien éligibles à compter de la date de dépôt. d'accord, ça c'est clair. Bon, il a clairement été répondu aussi que les CSR, les ORC et la Pyro n'étaient pas dans ce cadre-là, hein, je crois. Oui. D'accord. Il Ouais, y a exactement. plusieurs questions là-dessus. Bon. Alors, la question est-il possible de faire entrer dans l'assiette de dépenses éligibles une dépense réalisée après dépôt et avant annonce des lauréats? Oui. Mais du coup, enfin voilà, avec un risque pour le porteur de projet, mais oui. D'accord. Bon, il y a toujours les questions sur les ratios maxi, mais bon, là, en fait, il n'y en a pas. Vous Non, donnez mais voilà. des ordres de grandeur en général, hein, c'est ça? C'est ça, on va communiquer juste donc sur la moyenne des ratios. Et pareil, je vois aussi il y a eu notamment des questions là sur l'analyse économique. On peut pas non plus, enfin, on n'a pas le droit entre guillemets de vous donner toutes les hypothèses économiques qu'on prend pour éviter justement l'optimisation des aides côté porteur. D'accord. Le cumul avec les C2A, vous avez répondu. Alors, il y avait une Ouais, donc question, je c'est crois, pour possible. répondre panneau, savoir si c'était Oui, BCAP ou BCIB, je ne sais pas là. ça va Eh être ben, les panneaux, BCIB du coup. c'est plutôt BCIB. BCIB plutôt pour lui, d'accord. Oui. On fait un Alors le petit, BCIB, on a enfin, une on fera un petite petit focus présentation. tout à l'heure, voilà, mais Ouais. Les prix des énergies de référence, on a répondu un peu tout à l'heure, je crois, en tout cas en ce qui concerne les énergies fossiles. Le CO2, ben, c'est pareil, il doit être fixé. Le C2E, ça doit être fixé aussi, je crois. Oui, Ouais. effectivement. Ça doit apparaître dans le cahier des charges, j'imagine, hein. Mm, mm. Alors, C2E, on prend 7 euros par défaut et si jamais Oui, on a une preuve que c'est inférieur, on prend la valeur inférieure. d'accord. 7 euros par mégawattheure. Ok. Alors, Decarbone, oui, c'était un peu différent. Les prix de référence, c'est vrai. On va peut-être préciser pourquoi on va éliminer 20% des dossiers et comment on va les éliminer, à quel moment, etc. Peut-être revenir un peu là-dessus. Donc là-dessus, oui, il y a aussi des questions donc, sur la mise en place de notes et de classements. Oui, Le but est de regarder, donc d'une part, c'est d'optimiser aussi les aides publiques données. Et donc ça, c'était l'objectif affiché voilà, depuis France Relance.
Et désormais, on va plus regarder que cette note prix, mais aussi des notes techniques. Et là, le but affiché est donc voilà, donc d'une part d'optimiser les aides publiques, mais aussi de financer les projets les plus vertueux et les plus ambitieux, et qui voilà ont le plus de sens pour tout un tas d'autres filières que juste la décarbonation. Et donc là, voilà, par exemple, on a le meilleur approvisionnement possible, voilà, enfin, voilà, ça croise avec d'autres objectifs en fait de, de l'environnement. D'accord. Ça milite tout ça pour des dossiers de qualité et puis une aide bien adaptée, quoi. Je veux dire, bien Oui, c'est ça optimisée. l'objectif, Complet, c'est effectivement. ça, C'est de, si on veut, enfin, c'est d'ajuster vraiment son aide au déclenchement du projet pour être à la fois le plus compétitif possible et puis enfin, effectivement, hein, notre objectif, c'est pas d'aider des projets qui se feraient sans aide publique. Donc, on invite les candidats à ajuster au mieux leur aide. D'accord, mais écoutez, j'ai On peut l'impression qu'on a répondu. Ouais, bah, si on a fait le tour, on peut continuer sur la dernière partie. On peut continuer, je crois, oui. Très bien. C'était donc sur les dossiers de Ouais, du coup, on candidature. vous propose sur la dernière partie de balayer rapidement les pièces du dossier de candidature. Donc, globalement, si vous avez déjà déposé un dossier au BCIAT, vous retrouverez plus ou moins les mêmes pièces. Maintenant, il y en a, enfin, les trois premières ont évolué. L'Excel, partie technique et économique, le plan d'appro et le volet technique. Et du coup, on vous présente rapidement là, quelques évolutions dans les slides suivantes. Donc, pour l'Excel, partie technique et économique, donc vous avez 6 onglets à remplir. Donc là-dedans, vous remplissez les caractéristiques techniques et économiques de votre projet, donc la puissance, la rubrique réglementaire, la production, besoin du site, le type de traitement des fumées, le type de fluide utilisé, vos charges, les détails de l'investissement éligible. Là-dessus, pas d'alerte particulière, c'est ce que vous remplissiez déjà précédemment. Vous précisez votre scénario de référence. Là, pour que ce soit bien compris, parce qu'on a eu enfin, ça, c'était pas forcément, on a eu quelques dossiers où c'était pas forcément bien rempli, c'est la solution que vous auriez choisie si vous n'aviez pas mis en place une chaudière biomasse. Donc voilà, soit c'est de la solution substituée, s'il y en a une, et si c'est une nouvelle installation, dans ce cas, c'est ce que vous auriez choisi si vous n'aviez pas eu recours à la biomasse. Voilà les caractéristiques du site, donc s'il est soumis au quota carbone, à différentes taxes, s'il est certifié ISO 50001. Le montage financier. Et là où on va être vigilant aussi, c'est sur le remplissage de la taille de l'entreprise. Donc bien veiller à ce que vous remplissiez la bonne taille d'entreprise parce que nous, ça a un impact direct sur le taux d'aide maximum qu'on peut octroyer. Et voilà, ça peut amener on peut être amené à devoir refaire toute votre analyse économique si la valeur n'est pas bien renseignée ici. Donc, idéalement, voilà, faites attention à cette case-là. Et du coup, on vous a rajouté la partie résultat et vous verrez ici, il y aura un calcul de votre ratio euro d'aide demandée par tonne de CO2 évité sur 20 ans. Et donc ça, c'est la valeur qui compte pour 70% de votre note. Voilà pour ça. Donc vous avez, on a homogénéisé les fichiers, vous avez à remplir tout ce qui est en bleu clair, tout ce qui est bleu foncé, c'est rempli automatiquement. Vas-y Théo, je te laisse parler du DNSH. Oui, non, bah, juste rapidement du coup sur le DNSH. Donc il y a différentes. Donc là, on va vous présenter trois onglets en fait. Donc la grille d'impact DNSH, les indicateurs France 2030 et les objectifs de développement durable. Donc ça, c'est trois nouveautés. Voilà, tous les appels à projets doivent remplir ça, en tout cas tous ceux de France 2030. Donc sur le DNSH, le but, donc c'est une demande de la Commission européenne. Le but c'est d'afficher qu'on ne finance pas des projets qui nuiraient à l'environnement ou qui aura un effet néfaste sur sur un des secteurs sur un des critères environnementaux. Donc les critères environnementaux sont affichés donc à l'écran et il va falloir que vous les notiez vous notiez l'impact de votre projet sur ces différents critères. Donc les notes peuvent aller donc de +2, donc c'est un effet voilà très positif sur ce critère-là. Donc par exemple
sur la production de chaleur renouvelable, on peut imaginer qu'on ait une note positive. Il y a aussi l'option de mettre 0, donc qui est si jamais il n'y a pas d'impact identifié sur ce critère-là. Et donc voilà, donc si jamais vous identifiez qu'il y aurait un impact environnemental néfaste voilà, pour l'environnement sur votre projet, là ce serait du coup des notes négatives. Et donc voilà, donc ces notes-là devront être argumentées voilà, comme possible, hein. On le sait aussi, c'est nouveau et donc c'est pas évident voilà, pour tout le monde, mais voilà, il faut se prêter au jeu en tout cas. Voilà, d'argumenter sur chaque critère, chaque note euh, sur, sur cette grille d'impact. En Et fait, Leslie, je te laisse pour être la très clair, cette grille d'impact, elle est demandée par la commission. Donc nous, on jette un œil dessus, mais elle a assez peu d'incidence sur votre classement. Alors si jamais vous mettiez que des notes négatives, on s'inquiéterait. Voilà, et c'est vrai que normalement, on doit éviter les impacts négatifs. C'est vrai que pour l'instant, ça reste assez flou, les critères de notation, enfin pourquoi un +1 ou un +2, ça reste encore pour nous-mêmes assez flou. Voilà, mais on vous demande de jouer le jeu, d'évaluer votre projet pour qu'on joue le jeu nous aussi, de répondre à la Commission européenne sur ce sujet. Dans la continuité, du coup, il y aura un onglet indicateur France 2030. Donc là, qui reprend les indicateurs DNSH, donc c'est tous ceux qui sont en bleu foncé là. Donc ceux-là, vous n'avez pas à les remplir, vous l'avez fait sur l'onglet précédent. En revanche, il y a différents indicateurs qui sont nouveaux aussi, qui sont demandés dans le cadre du programme France 2030. Donc voilà, de la même manière, on vous demande d'essayer de remplir ces indicateurs le mieux possible, même si voilà, il y a des valeurs sur lesquelles, qui sont des estimations et sur lesquelles vous voilà, vous ne pourrez pas forcément vous engager de manière 100% sûre. Et un dernier onglet du coup qui concerne 2 objectifs de développement durable qui ont été retenus également dans le cadre de France 2030. Donc de la même manière, on vous demande d'essayer d'expliquer en quoi votre projet contribue à cet objectif et les indicateurs qui peuvent être utilisés pour mesurer l'atteinte de cet objectif ou non. sur les plans d'appro. Oui, donc sur les plans d'approvisionnement, donc c'est globalement le même tableur Excel qu'avant, même si les couleurs ont été modifiées, et puis qu'on a inséré pas mal de cases qui permettent de faire de l'autocontrôle. Ce qui est important à retenir, c'est que, parce que c'est souvent une erreur qu'on a, c'est que dans ce tableur, on ne vous demande pas les tonnages de vos engagements écrits, on vous demande bien les tonnages de ce qui va être utilisé demain. Donc si votre chaudière a besoin de 10 000 tonnes, il ne faut pas nous marquer que vous avez des lettres d'engagement pour 25 000 tonnes. On veut 10 000 tonnes. Après, dans le document Word, vous pouvez nous mettre ce genre d'informations, mais pas là. Là, c'est vraiment le plan d'appro au plus près. Alors, donc en fait, il y a deux. Donc là, effectivement, le premier onglet, il est sur la nature des combustibles par région. Donc ça, c'est ce qui va être transcrit dans votre convention avec donc des taux de certification minimum par région, etc. Voilà. Et puis ensuite, le deuxième onglet, si tu peux passer la slide suivante. Le deuxième onglet, il concerne les engagements de vos fournisseurs. Donc, ce qu'il faut avoir en tête, c'est il y a 2 exercices distincts. Il y a l'évaluation des gisements disponibles, hein, c'est l'onglet numéro 1. Et puis, il y a l'évaluation de la capacité des fournisseurs que vous avez sollicités à remplir cet objectif numéro 1. Et donc là, on vous demande de faire l'exercice, même si demain, vous pourrez évidemment changer de fournisseur. Mais il faut que vos fournisseurs soient en mesure de s'engager dans les différents critères du BCIAT et que vous fassiez la démonstration que vous trouvez des fournisseurs fiables qui répondent à votre plan d'approvisionnement. Donc les quantités, vous n'êtes pas
vous n'êtes pas tenu bec et ongle aux quantités indiquées, hein. Il y a des marges de manœuvre qui sont indiquées dans le cahier des charges. Et donc, on vous demande donc ce qui est nouveau là, de demander si le fournisseur est certifié ou pas pour évaluer cette fameuse quantité de plaquettes non certifiées bénéficiant d'une chaîne de contrôle. Et puis voilà, donc ça c'est pour les fournisseurs. Ok, vas-y, passe la slide suivante. Donc en troisième onglet, c'est un résumé, pardon, celle d'avant. Donc c'est un petit peu un résumé du descriptif que vous aurez à faire dans la partie Word. Puisqu'on va vous demander de décrire un peu plus. Alors là, on a mis en rouge là tout ce qui est un peu nouveau. Donc, est-ce qu'il s'engage sur la traçabilité? Donc, par exemple, un fournisseur qui serait PEFC a des engagements sur la traçabilité, mais est-ce qu'il va plus loin est-ce que dans son classeur, il est capable de dire que ça vient d'un taillis ou d'une tête de chaîne ou etc. Enfin voilà, est-ce que ce type, ça c'est pour avoir des points en plus, hein, mais tout le monde le fait pas. Est-ce qu'il est capable de distinguer feuillus résineux dans ses chantiers, donc dans ses bons de commande, etc. Donc ça c'est par contre le dernier item, il est en tout cas pour ceux qui ont de la plaquette forestière, il est obligatoire, hein, il faut que ça soit oui, et donc ça veut dire que sur la lettre d'intention il y a écrit je m'engage à appliquer les recommandations de la brochure ADEME, donc ça fait une ligne de plus à la lettre d'intention par rapport à avant. Et puis on exige aussi le recours, enfin pour être enfin, ceux qui auraient une chaîne de contrôle le sont déjà, mais voilà, mais l'engagement à avoir recours à des entrepreneurs quali-territoire en cas de sous-traitance. Voilà pour les nouveautés. Donc effectivement, on va être très attentif aux garanties que vous pourrez apporter. Puis ça va pour répondre à la question initiale. Tout ça prépare RAID 2 et puis demain RAID 3. Puisque on sait très bien qu'on aura de plus en plus d'exigences de traçabilité. Donc là, si on met du bonus entre guillemets sur les candidats qui se mettent déjà dans le moule, c'est pour préparer demain la filière à avoir ces réflexes de traçabilité générale sur les peuplements. Sur le volet technique, donc le volet technique que vous allez devoir remplir est constitué de différentes sections qui vont pas être enfin, il n'y a pas beaucoup de changements par rapport à celui de l'an dernier. On a affiché là juste les modifications qu'on a faites cette année. Donc, il y a notamment le chapitre 4 qui voit son apparition, qui est, comme on le disait tout à l'heure au moment des notes, la description de la démarche énergétique globale, avec la présentation de la démarche voilà, de réduction des besoins énergétiques menés sur le site. Et donc voilà, donc ça c'est tout ce dont on parlait tout à l'heure. Voilà les démarches que vous aurez pu faire avant ce projet, avant le dépôt de ce projet biomasse, sur tous les leviers à utiliser avant de se pencher justement sur la solution de biomasse. Et donc on vous a mis notamment à l'écran ceux de la sobriété, de l'efficacité énergétique et de la valorisation de chaleur fatale. Mais il y a également l'étude d'autres ENR par exemple. Et ensuite donc le chapitre 6 avec plus de demandes qui vous sont demandées sur l'approvisionnement. Voilà, différentes garanties, notamment concernant les plaquettes forestières et la traçabilité, comme vient de mentionner Alice. Un petit zoom hors BCIAT. Oui, donc on en a déjà parlé, mais donc effectivement pour la filière bois, il y a l'appel à projet BCIB. Donc là, on vient d'avoir une première session.
qui ont été déposés et qui est en cours d'instruction. Et donc la prochaine relève est au 20 septembre 2023. Donc il s'agit de projets d'aide à l'investissement pour augmenter les capacités de séchage et dans les industries du bois et favoriser l'autoconsommation de Connex. Donc ça s'adresse à des productions thermiques de plus de 4000 MWh par an. Les industries scieries et panneaux. Les projets qui seraient des gradulateurs seuls sont exclus et sont bien déposés au BCIAT. Voilà. Et puis qui vient de paraître aussi, alors c'est un peu indépendant, mais il peut y avoir des projets BCIAT dans ce cas-là, c'est pour la filière granulée, un appel à projet Pellet qui peut aider à l'investissement de certains types d'équipements ou à la recherche sous condition d'utilisation de certaines ressources. Donc un taux de plus de 60% de feuillus, soit sur les connexes, soit sur les bois-ronds, soit la fraction ligneuse de déchets verts, les sous-produits agricoles. Voilà, donc avec des conditions sur les approvisionnements encore plus élevées que dans le BCIAT, hein, puisque 100% des fournisseurs doivent avoir une traçabilité PEFC pour la plaquette forestière et que les taux régionaux du PEFC sont plus élevés que dans le BCIAT. La particularité de cet appel à projet, c'est que c'est dans le cadre du PIA, donc il y a des réunions de pré-dépôt obligatoires un mois avant dépôt. Et donc la date à privilégier compte tenu du calendrier où il y a eu publication de cet appel à projet, c'est plutôt le 15 novembre 2023, sauf à ce que vous ayez un projet déjà complètement prêt et mature à déposer, auquel cas il faut nous contacter rapidement pour faire cette réunion de pré-dépôt. Donc ces deux appels à projet, enfin l'appel à projet Pellet est en ligne et vous avez le lien dans la slide. Donc là, il y a quelques exemples de sociétés qui l'ont fait, hein. Enfin de projets qui ont fait l'objet d'une valorisation. Il y a un qui est déjà un petit peu ancien, mais il y a un guide là qui est en ligne qui s'appelle 54 exemples d'installations biomasse en entreprise, et ça vous permet de voir les différents types d'industries qui ont pu investir dans des chaudières biomasse qui sont aujourd'hui en fonctionnement. Donc voilà. On va reprendre une série de questions s'il y en a sur le chat. Bon, il y avait une question sur les ISO 50001, vous avez répondu que c'était pas obligatoire, hein, effectivement. Ouais, donc c'est pas. Oui, pardon. Vas-y, oui. Oui, donc effectivement, donc c'est pas obligatoire. Donc il nous faudra le dernier audit énergétique pour les sites non ISO et le dernier rapport aussi pour les sites ISO 50001. Voilà. D'accord. Oui, alors j'en profite simplement pour rappeler que ProSMN redémarre, hein, dans le cadre du programme qui s'appelle Pacte Industrie. Et donc, à partir de maintenant, on va pouvoir de nouveau aider donc les industriels qui font la démarche de manière volontaire, hein, donc qui n'ont pas l'obligation d'être ISO 50001, mais qui font la démarche de manière volontaire d'aller vers la norme. Donc l'aide de 40 000 €, en fait 20% des dépenses énergétiques, qui redémarre pour des certificats à partir du 26 décembre 2022. Voilà, c'est une petite remarque. Alors, il y avait des questions sur la pollution de l'air, mais là, je pense que les choses sont calées d'une manière générale, hein, sur tous les projets. C'est le respect de la réglementation. Donc il a dit, oui, enfin, donc et des respect réglementation locale, PPA, etc. quoi. ICPE. Je crois que la question, elle portait aussi sur les controverses, mais du coup, c'est vrai que c'est pas trop l'objet du webinaire. Oui. Oui, et sur le DNSH. Mais du coup, a priori, si on respecte Ah oui, ok. les seuils, il n'y a pas besoin de mettre une note négative. A priori. D'accord. Il y avait une question sur les modalités de transfert des combustibles et les tonnages par mode. Est-ce qu'ils sont demandés?
Oui, enfin, effectivement, dans le document Word, on vous demande d'écrire à la fois les équipements du fournisseur et puis les modalités de transport. Évidemment, s'il y a des transports alternatifs de type fluvial ou ferroviaire, ça peut être un plus pour l'évaluation de votre plan d'approvisionnement. Voilà, mais c'est évidemment corrélé à un réalisme pragmatique qui veut dire qu'il y a au moins une des deux. Enfin, les reprises de charge, enfin, il faut au moins enfin, il faut qu'il y ait qu'une seule reprise de charge pour que ça soit possible, quoi. Donc, une connexion ferroviaire ou fluviale, soit sur site, soit au départ. Et dans la continuité, Alice, il y a le questionnement sur le rayon d'appro, Max. Alors, le rayon d'appro, en fait, nous, on n'aime pas, enfin, autant peut-être pour des projets plus petits, le rayon d'appro peut être un bon outil. Nous, on va pas raisonner comme ça. On raisonne davantage adéquation gisement, taille du projet. Alors, on cherche évidemment à ce que le rayon soit pas trop étendu, mais on veut pas non plus piller tout ce qui est autour à 50 km de l'usine. Donc selon les régions et la disponibilité forestière, le rayon d'approvisionnement peut être plus ou moins étendu. On contractualise pas de rayon d'approvisionnement, on travaille par bassin d'approvisionnement plutôt, hein. Donc on vous demande, dans la convention sera engagée la répartition par région. Et puis c'est vrai qu'on aime bien, enfin en tout cas les cellules biomasse aiment bien avoir, dans la mesure du possible, et même si ça n'est pas contractuel, la répartition par département pour qu'ils puissent mieux juger du taux de prélèvement qui va être appliqué. Voilà. Mais évidemment, enfin, les prélèvements par département peuvent évoluer en fonction de pas mal de choses au cours de la vie du projet. C'est pour ça qu'on ne contractualise que les taux régionaux. Donc voilà, donc dans une région comme Hauts-de-France où il n'y a pas de forêt, c'est normal que le bassin d'approvisionnement soit plus étendu. Dans une région où il y a peu de projets et beaucoup de forêts, il faut qu'il soit raisonnable et donc mais plus faible. Mais comme je l'ai dit, il ne s'agit pas de piller les 50 premiers kilomètres pour respecter un rayon d'approvisionnement le plus faible possible, quoi. D'accord. Il y avait une question. Oui, Oui, allez-y. pardon. Non, c'est que je voyais qu'il y a une question sur les équipements de seconde main. Donc, Oui, ils sont éligibles. Oui, vas-y. Les conditions sont précisées dans le cahier des charges. Donc Ça. effectivement, il faut pas qu'il y ait eu d'aide dessus antérieurement. Il faut bien que ça soit de seconde main pour qu'on puisse savoir d'où ça vient quand même et pas de quadruple main. Et puis que faire la démonstration que le prix que vous annoncez est en corrélation avec les prix du marché, quoi. Faut pas qu'on vous le vende plus cher. Ok. Bon, une question qui revient sur la gazification, mais je crois que vous l'avez dit tout à l'heure, hein. Pour l'instant, on n'a pas grand-chose à dire sur la gasification, si ce n'est que c'est exclu du BCIAT et que est en réflexion au sein de l'agence des aides à la pyrogavisation, mais sans que le contour soit aujourd'hui défini. Et donc, on ne peut pas vous dire si la production de chaleur sera ou pas dans le. Voilà, pour l'instant, c'est en attente. Alors, pour ce qui concerne la chaleur fatale, j'ai compris donc que finalement, ça ne peut pas être dans cet appel BCAT, mais par contre, vous demandez qu'on ait regardé s'il y a de la chaleur fatale possible avant de déposer le dossier biomasse, c'est ça? C'est que tu dois avoir ton micro coupé. Exact, pardon. Exactement, donc c'est ça. Donc pour les projets de chaleur fatale, il faudra aller voir côté soit fonds chaleur, le guichet chaleur fatale, soit pour les projets chaleur fatale plus autre type, enfin un autre projet type chaleur fatale plus décarbonation, plus électrification ou voilà. Si vous avez un gros projet qui a plusieurs briques, il faudra aller côté décarbone. Et si
si vous avez juste un projet chaleur fatale, il faudra aller côté fonds chaleur. Mais effectivement, donc dans le cadre du BCIAT, là, sur la note technique, sur la démarche globale de décarbonation du site, on va regarder voilà, si vous avez étudié des solutions de chaleur fatale sur votre site. D'accord. Ok. Une Un question taux sur d'aide minimal, non? des bouts de désancrage. Alors, je ne sais pas si ça a un rapport là. Qu'est-ce que c'est la question sur les bouts, pardon? Oui, sur les bouts de désancrage. Alors, je ne sais pas si c'est assimilable ou pas du tout à la biomasse là. Les bouts sont assimilables. Alors après, les bouts de steppe, etc., peuvent être assimilables. Après, dans tous les bouts, on demande un bilan énergétique pour savoir si on dépense pas plus d'énergie à les sécher pour les utiliser que. Voilà, donc il y a des conditions d'utilisation. Mais ça peut être une quote-part effectivement de la biomasse. Voilà. D'accord. Il y avait une question, est-ce qu'une entreprise peut soumettre 2 dossiers dans des régions différentes? Oui, bien sûr. Oui. Il n'y a aucun problème C'est là-dessus. un dossier par site, quoi. Par contre, pas 2 dossiers avec 2 énergéticiens différents pour un même site. D'accord, c'est lié au site, hein, on est d'accord. Hein. Oui, c'est ça. Ah. S'il y a un site en Normandie et un en Bretagne, ça fait 2 dossiers, mais pas le même site avec deux énergéticiens concurrents, entre guillemets. Avec ou sans énergéticien d'ailleurs. Oui. D'accord. Écoutez, j'ai l'impression Bon, que par voilà. contre, c'est vrai que si par exemple, un industriel qui a 3 projets en cours de réalisation, dont certains, pour X ou Y raison, traînent un peu, on va pas, on veut pas qu'il y ait trop de sommes engagées enfin, s'il y a des dossiers qui sont déjà un peu en veille, on veut pas forcément qu'il y ait des nouvelles avances de fonds publics. Donc attention voilà, ce qu'il faut, c'est nous présenter des dossiers le plus matures possible et la note de maturité, elle peut effectivement regarder l'historique de l'industriel, quoi. Donc mais s'il y a 2 sites qui sont prêts à être décarbonés, eh ben, on peut faire 2 sites, bien sûr, mais s'il y en a un qui est plus avec un calendrier plus large, autant qu'il attende le prochain appel à projet, quoi. D'accord. Alors, j'avais une question aussi en amont du webinaire sur le lien entre BCAT et fonds chaleur. C'est-à-dire que si j'ai un projet qui ne rentre pas dans BCAT, solaire thermique ou autre par exemple, je peux me tourner vers le fonds chaleur, j'imagine? Et alors le fonds chaleur, c'est une enveloppe globale qui alimente donc en partie le BCIAT, mais le BCIAT est aussi alimenté par France 2030. Et le fonds chaleur regroupe effectivement des aides à la biomasse, des aides à la géothermie, des aides au solaire thermique. Donc effectivement, tout ce qui va être, s'il y a du complément solaire thermique, c'est un dossier à faire sur la plateforme et qui va être traité par la direction régionale, quoi. D'accord. Et je vois une dernière question qui dit, si j'ai eu déjà un BCIAT il y a moins de 15 ans, est-ce que je peux revenir sur un nouveau dossier ou pas? Sur le même site? Oui, apparemment sur le même site, oui. Sur le même site, mais pour une autre installation. L'installation, j'imagine, différente, oui, c'est ça. Oui. Ah oui. Ou alors une très grosse augmentation de capacité, mais en laissant la chaudière en place. Enfin, voilà. Sur une nouvelle installation, oui aussi. Et sinon, les renouvellements de chaudière sont éligibles, mais il y a certaines conditions, et notamment le fait qu'elle ait été mise en service il y a plus de 15 ans. D'accord. Il y a aussi une question, peut-être pour toi Alice, sur les conflits d'usage, quid de biomasse dont nous sommes propriétaires, coproduits internes, mais que nous vendons jusque-là à un tiers dans le cadre d'un process industriel non décarboné. Alors Alors peut-être que là, il justement, faudra détailler plus le... oui, non, mais enfin, pour le principe, c'est que c'est pas parce que vous êtes en autoconsommation qu'il n'y a pas de conflit d'usage, effectivement, hein. Donc là, je vais prendre l'exemple des scieurs qui peuvent, enfin, ça part plutôt au BCIB, mais ça va être le même principe pour les autres. On va leur demander où partait leur connexe jadis.
Est-ce que les connexes qui vont être utilisés dans la chaudière, effectivement alimenter un panneautier voisin ou pas? En quelle proportion? Est-ce que ce panneautier, ça représente une quote-part importante de ses approvisionnements ou au contraire extrêmement marginale? Est-ce que le scieur a une augmentation de capacité qui fait que en fait c'est des nouvelles plaquettes, voilà. Donc on va essayer d'évaluer tout ça et pour évaluer tout ça, en fait, on va vous demander le plus de transparence possible pour qu'on puisse évaluer l'impact que la chaudière a. Alors bien sûr, la matière c'est vivant et il y a toujours, enfin, elle est toujours utilisée quelque part, donc c'est normal qu'il y ait des conflits d'usage, mais on va chercher à évaluer est-ce que c'est grave docteur entre guillemets, et donc pour ça et pour avoir une note correcte sur cette évaluation, il faut qu'on ait une grande transparence, c'est-à-dire aujourd'hui je prévois de mettre 20 000 tonnes de mon autoproduit, de mon sous-produit dans ma chaudière. J'en produis 40 000, je continue à en valoriser 20 000 chez mes voisins, et puis finalement j'avais pas mal de voilà, à qui je distribuais. On va aussi évaluer est-ce que c'est substituable aussi, donc parce que par exemple certains sous-produits agricoles peuvent être valorisables de manière très spécifique et donc là ne sont pas remplaçables par une autre matière ou etc. Et donc la concurrence d'usage va être plus élevée dans ces cas-là. Donc en fait voilà, on va vous demander la démonstration du faible impact, mais aussi voilà d'être transparent sur les tonnages qui pourraient poser problème. Et après c'est la cellule qui va évaluer si au global c'est bénéfique ou pas pour la région, quitte à ce qu'il y ait effectivement quelques clients lésés sur quelques quantités, mais qui sont admissibles, quoi. Il y avait un incinérateur de déchets, là, je ne sais pas si vous l'avez vu. Alors tous les déchets bois sont autorisés dans l'appel à projet BCIAT, hein, y compris les bois dangereux, avec évidemment le régime d'autorisation idoine. Alors par contre, on demande, enfin, il ne s'agit pas que demain incinère, enfin, le plan d'approvisionnement est exigible pour 10 ans. Et évidemment, on ne souhaite pas subventionner des incinérateurs qui demain vont faire autre chose que de la chaleur biomasse. Donc à la fois par le classement ICPE choisi et les garanties qui peuvent être apportées, il ne s'agit pas que ça devienne un incinérateur tout venant demain, puisqu'on souhaite que ça continue à être des sites en chaleur renouvelable. En fait, Donc on regardera les garanties. La question était plutôt incinérateur d'ordures ménagères, donc une UVE finalement, dont la moitié de la chaleur, je crois, est considérée comme décarbonée. Ça rentre pas, j'imagine, dans... Non, ça rentre pas dans le BCIAT, non. Les ordures ménagères sont explicitement exclues. D'accord. C'est plutôt dans le fond chaleur, peut-être ça, il faut regarder. Je ne sais pas où c'est. Je sais qu'il y a une quote-part qui est considérée comme énergie renouvelable, mais je ne sais pas où. En général, 50%. La fraction biogénique. En fait, la récupération de chaleur sur les UVE va être aidée, mais pas leur construction. Bien sûr, bien sûr. Donc on est plutôt dans chaleur fatale et je pense dans fond chaleur et C2E d'ailleurs en général, et non pas dans BCIAT quoi en fait. Hein. Non, pas dans BCIAT. Et effectivement, si jamais on a des incinérateurs, on exigera des garanties pour pas que ça se transforme dans 10 ans en incinérateur d'ordures ménagères, quoi. Oui. Puisque c'est un budget qui est d'abord là pour, qui est là pour dégager de la chaleur à partir de biomasse renouvelable. Alors il y avait des questions sur la rentabilité, de préciser peut-être ce que c'était que la rentabilité, enfin quelque chose de trop rentable, et puis en disant aussi si l'aide est diminuée parce que le projet jugé est trop rentable. Est-ce que vous pouvez expliquer un petit peu mieux ça, quoi?
Je viens de répondre du coup à cette question. Il y a une analyse économique qui va être faite, donc avec une évaluation d'une décote, enfin une comparaison entre le coût de revient de la solution biomasse par rapport au coût de revient de la solution fossile de référence. Et au-delà d'un certain niveau qui n'est pas communiqué pour éviter tout effet d'aubaine, on pourrait être amené à réviser l'aide ADEME proposée. D'accord. Moi, je vois plutôt de questions. Je ne sais pas s'il y en a d'autres que vous voyez de votre côté. Juste sur le, enfin, je sais plus si on y a répondu sur le solaire thermique plus BCIAT. Oui, Mais là, on y a répondu, la cote-part solaire ok. thermique va être Faut bien traitée se rapprocher ailleurs. de la région, Ouais. de ADR. nos contacts en région. Ouais. Je pense que c'est pas mal. Néanmoins, on est preneur d'une vision globale Mm. du dossier, même si le solaire thermique sera réorienté vers l'ADR et il faudra postuler directement sur le lien iDouane, mais qu'il y ait un paragraphe pour dire ce qui est fait sur le site en termes de solaire thermique. Ça veut bien dire qu'il y a une réflexion sur le sujet et ça nous permet de juger du dossier dans la globalité de son contexte, quoi. D'accord. Il y a une question sur les C2E. Je pense que ça veut dire, est-ce que dans le calcul du TRI, vous prenez en compte d'éventuels C2E? Oui. Voilà, Ah, c'est ça. Donc, dans le contrôle de la rentabilité du projet, on prend en compte les C2E. Par contre, quand on parlait des taux maximales d'aide à 45% pour les grandes entreprises, là, on prend pas en compte les C2E. Oui, c'est doit être public, ça voulait dire. C'est ça. Oui. Par contre, on prend toutes les aides publiques et pas que les aides ADEME si jamais vous avez d'autres aides. Type région. Et sur les C2E, on redemande l'attestation finale aussi au moment du versement du solde. Et s'il y a on peut réviser l'aide aussi si l'aide est finalement supérieure à ce qui avait été annoncé initialement. Et puis de même, si quelqu'un nous dit qu'il n'y a pas de C2E, et la convention stipule qu'il y a un engagement à ne pas avoir de C2E, quoi. D'accord. Bon, écoutez, j'ai l'impression qu'on a répondu à pas mal de questions, non? A priori, on a fait le tour, effectivement. Donc, pour rappel, l'appel à projet va être publié le 12 juin donc sur la plateforme Agir. Voilà, vous tapez BCIAT 2023, normalement, c'est le premier lien qui apparaît. Et la clôture donc sera jusqu'au le 14 septembre. Donc, vous avez jusqu'au 14 septembre, 15 heures de mémoire, pour envoyer vos dossiers donc, sur la plateforme Agir. Voilà, n'hésitez pas à revenir vers nous sur l'adresse mail boisenergie@adem.fr si vous avez d'autres questions. D'accord. Et voilà, merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce webinaire. Merci à la T2E aussi de nous avoir permis de faire ce webinaire. Merci aux experts de l'ADEME et puis à tous ceux qui nous ont écoutés. Et bon courage pour vos projets à partir de maintenant. Merci. Bon courage pour tout remplir. Et puis, donc, le webinaire va être disponible en relecture, c'est ça? Dans le webinaire et les slides Et en début de Théo, semaine. on va le remettre sur le lien BCIAT, enfin, côté ADEME, ça va être, il va y avoir un lien. Côté ADEME, on va voir On pour peut le mettre essayer sur de la faire page ça. BCIAT, oui. Effectivement. Très bien. Bah, merci à tous. Ouais. Bonne soirée. Bonne soirée à vous. Merci, Au au revoir. revoir. Merci.